that bass. Bonjour, je suis Hélène Boulet-Suppot, je suis ESSEC 88, donc ça veut dire que je travaille depuis bientôt 34 ans. Et j'ai une longue carrière, donc d'abord en entreprise, en audit financier, puis en finance d'entreprise, et ensuite en tant qu'entrepreneur avec un certain nombre d'expériences depuis 22 ans maintenant. J'ai été auto-entrepreneur, j'ai développé une marque de prêt-à-porter, puis j'ai développé Sarenza pendant 12 ans, qui a été l'expérience la plus marquante, la plus forte. Et depuis 3 ans, j'ai développé une première entreprise qui s'appelle Fab Workplace, que je continue à développer, que je vais continuer à développer très longtemps, et une deuxième parallèlement qui s'appelle Edukawa. Et de la même façon, je vais continuer à développer pendant très longtemps. Alors moi, je ne suis pas née dedans quand j'étais petite. Je suis arrivée à l'ESSEC sans savoir ce que c'était l'entreprise. J'ai été orientée vers la prépa HEC et l'école de commerce par mon prof de philo de terminale, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne venais pas du tout de ce milieu-là. Donc à l'ESSEC, j'ai découvert pas mal de choses. Ça a surtout, je pense, ouvert mon champ des possibles de manière remarquable. Et je crois que c'est là où je suis le plus reconnaissante à l'ESSEC. Et j'ai appris, ensuite j'ai pris pas mal de cours orientés finance, et puis j'ai pris le parcours entrepreneuriat quand j'étais à l'ESSEC. J'avais pas de projet d'entreprise défini, mais curieusement j'ai fait ce choix-là quand j'étais à l'ESSEC. J'ai pas démarré comme ça parce que j'étais boursière et j'avais dû emprunter pour faire mes études. Et donc, le principe de réalité fait que quand on a terminé ses études, il faut rembourser un emprunt. Donc, j'ai commencé à travailler de manière assez classique à cette époque-là en audit financier chez Arthur Andersen. Et j'ai enchaîné parce que je me suis laissée un peu porter. Là encore, j'avais pas forcément ni mentor pour me guider, ni de projet de carrière défini. Donc je suis rentrée dans le groupe Pierre et Vacances où j'ai passé près de 10 ans à différents postes financiers jusqu'à devenir directrice financière du groupe. Et là, en fait, je me suis aperçue que cette fonction qui était très corporate, avant j'avais eu des fonctions dans les services financiers, mais qui étaient finalement assez opérationnelles. À partir du moment où j'étais directrice financière du groupe, je me suis retrouvée dans une fonction très corporate, au comité de direction du groupe, bien entendu, et puis au contact avec les analystes financiers, les banquiers, etc. Et dans un rôle qui ne me convenait, mais alors pas du tout. Et je me suis dit que j'étais en train de me perdre et qu'il fallait que je change de vie. Et j'ai décidé de changer de vie à ce moment-là. Donc j'ai annoncé chez Pierre et Vacances que j'allais changer de vie et qu'il fallait recruter quelqu'un pour me remplacer. Donc d'ailleurs j'ai recruté une ancienne ESSEC aussi pour prendre ma place. Et ensuite, eh bien, je me suis retrouvée chez moi. J'avais pas de projet défini. Je venais d'avoir ma 3e enfant. Et puis tous mes amis qui montaient une boîte m'ont dit viens nous donner un coup de main parce que qui avait besoin d'un business plan, qui avait besoin d'une levée de fonds, avait des sujets de trésorerie, etc. Donc j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur, j'ai été consultante pendant 2-3 ans dans différents secteurs d'activité en me demandant à chaque fois si j'avais envie de m'associer au projet et si j'avais envie de développer quelque chose dans ce secteur d'activité. Et au bout d'environ 3 ans, je me suis associée avec une styliste pour développer une marque de prêt-à-porter. Là aussi, ça a duré environ 3 ans. On a fait plein de belles choses et puis je me suis aperçue que ça mettrait 15 ans pour construire une marque et réussir à nous rémunérer correctement.
Et là, le principe de réalité aussi. J'avais une famille avec 4 enfants, donc il fallait que je gagne correctement ma vie. Et donc j'ai décidé d'arrêter ce projet qui était trop long à construire. Et donc de passer sur... à ce moment-là, j'ai recherché un job salarié, parce que être salarié, ça présente un certain nombre d'avantages financiers, il ne faut pas se le cacher, un certain nombre d'avantages de protection sociale aussi. C'est ce que j'ai cherché. J'ai un ami qui m'a appelé en me disant, écoute, il y a Sarenza, donc c'était fin 2006. Sarenza, c'est de la vente de chaussures par internet. À l'époque, tout le monde trouvait ça complètement fou et absurde. Et ça va mal, ça va fermer, les fondateurs ne s'entendent plus, les financiers ont décidé de fermer la boîte. Il faudrait regarder si on peut la redresser et faire quelque chose. Et j'ai regardé avec lui et puis j'ai replongé, on va dire. J'ai replongé, on a réussi à convaincre des financiers que ça valait le coup d'essayer de redresser. Et c'était pas un choix évident. Moi, je n'ai absolument personne dans mon entourage, mais je dis bien personne, c'est 0 personne, qui m'a dit fais ce choix-là plutôt qu'un choix de salarié classique. Donc la vente de chaussures par internet à l'époque, c'était pas super porteur. Et voilà, et on a repris la direction de Sarenza avec Stéphane Trépoz. Et puis on a développé, et pendant un certain nombre d'années, 12 ans, on a vécu des moments incroyables de développement. Alors, déjà, il y a eu le redressement au début, qui a été assez complexe, mais assez rapide, puisque au bout de 18 mois, on était devenu rentable. Et puis ensuite la croissance, le développement à l'international, les levées de fonds, les échecs, l'équipe qui a grossi, qui a dû maigrir. Et ça a été vraiment des années formidables. On a été Great Place to Work 5 fois aussi. Et ça, c'était aussi une belle réussite parce qu'on a bâti une culture d'entreprise, un projet d'entreprise qui était extrêmement apprécié des équipes. Et puis finalement, les financiers ont décidé de vendre au groupe Monoprix. Et donc, moi, je n'avais pas vocation à rester dans un groupe de ce type. Et j'ai décidé d'accompagner le projet le temps de porter encore pour que les équipes puissent s'intégrer dans un nouveau projet et puis de faire autre chose. Donc Sarenza, l'histoire de Sarenza et du redressement en quelques mots, il y avait 28 personnes quand on est arrivé avec Stéphane. Il y avait beaucoup de projets qui étaient lancés, un développement international par exemple, un nouveau site luxe, un nouveau site sport, beaucoup d'argent dépensé en marketing. On a commencé par couper les projets pour centrer sur l'activité France, de façon à montrer qu'on pouvait avoir un business model. Le défi, c'était ça. Quand on a repris, donc il y avait 28 personnes, il y avait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5 millions d'euros de pertes. Donc il fallait montrer qu'il y avait un business model. Et donc il fallait donc redresser. Donc on a coupé les projets de développement. On a cassé la courbe de croissance du chiffre d'affaires en coupant aussi les investissements marketing. Mais c'était nécessaire à ce moment-là. On a renégocié tous les contrats, donc on a fait là de la gestion pure et dure. Par exemple, la logistique, on a divisé le coût logistique par 3 en changeant de logisticien. On a divisé par 3 les coûts de transport, en négociant les coûts de transport. On a divisé par 10 les coûts de cash internet, simplement en négociant là aussi. Bref, on a à peu près tout négocié. Le seul truc qu'on n'a pas réussi à faire baisser, c'est le loyer des bureaux. Et on a pris 2 décisions qui étaient des décisions fortes. On les a prises très vite et qui ne sont pas des décisions évidentes. C'est-à-dire que quand on restructure, en général, on externalise. Nous, on a internalisé. L'informatique était externalisée en Inde, on l'a internalisée. Donc on a pris des ingénieurs en France dans les locaux.
Et puis le service client a été externalisé et on l'a internalisé aussi, donc on a installé un service client. Autant dire que typiquement là, moi j'y connaissais rien, hein, donc non seulement on a recruté les gens, mais il faut installer les outils de gestion téléphonique, les outils de gestion d'email, par exemple, et tout ça en quelques semaines. Donc ça a été rapide, complexe, intense, avec des difficultés de trésorerie, parce que les financiers hésitaient, ne savaient pas s'il fallait y aller ou pas. Donc moi, j'avais évidemment ma casquette de financière, un petit peu celle que je connaissais bien. Et puis chaque salarié qui avait une dépense à faire payer, les acheteurs notamment, devait venir me voir et justifier pourquoi il fallait payer cette facture-là avant les autres. Voilà. La payer, c'était une certitude, mais pourquoi il fallait la payer avant les autres? Voilà. Donc c'était intense. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pris aussi des décisions très fortes en matière de marketing. Donc, on a coupé beaucoup de coûts Google, enfin de e-marketing. Et puis, à l'inverse, à cette époque-là, on a décidé d'acheter 800 000 adresses email. Donc, alors aujourd'hui, la décision ne serait pas forcément la même parce que l'emailing a changé évidemment, mais là c'était 2007, mi-2007, c'était une décision très forte parce que ça engageait quand même des coûts importants. Et puis, ça nous a permis finalement de relancer une dynamique commerciale via l'emailing et c'est aussi ça qui nous a permis d'émerger. Voilà. Ensuite, on a pris une autre décision forte qui a été de faire de la publicité radio. Alors là aussi, tous les marketeurs vous diront qu'on ne crée pas une marque avec de la pub radio. Ben nous, on a créé une marque avec de la pub radio en fait. On a réussi à mettre en place une vraie patte en pub radio. Voilà. Donc, on a eu des choix qui étaient des choix très personnel, on va dire, enfin, pas du tout des choix classiques qu'on lit dans les bouquins de management. Alors, question RH, donc on est arrivé, il y avait 28 personnes, on a commencé par licencier en fait, puisqu'on a coupé des projets. Donc ça n'a pas été simple, hein. L'ambiance a été tendue quand même pendant quelques mois parce que les anciens salariés, ils avaient des fondateurs et ils étaient en train de recruter et de s'étendre. Et nous, on est arrivés et on a commencé quand même par faire du cost-killing. Donc couper des projets, licencier des gens, enfin, ça n'a pas été simple. Et on était une vingtaine au bout de 3 mois, 4 mois. Et puis ensuite, progressivement, on a recommencé à grossir. Alors, Stéphane et moi, on a découvert assez rapidement qu'on était des entrepreneurs, mais on n'était pas des managers. C'est important parce que, en fait, en tant qu'entrepreneur, on était extrêmement bon pour développer un projet, mais en revanche, au niveau managérial, on avait des choses à apprendre. Et alors moi, à l'époque, j'ai dû rentrer à l'APM, l'Association pour le progrès du management. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Et puis, quand on a été 70 à peu près, on a recruté une DRH, mais très axée management, pour nous aider sur cet aspect-là. Parce qu'on sentait que c'était important. Et on n'était pas non plus des théoriciens de la culture d'entreprise, loin de là. En revanche, on avait des convictions assez fortes, donc on a essayé de les poser de façon sur le papier. Alors, pas tout de suite, hein, puisque donc on est arrivé début 2007, on a travaillé sur nos valeurs, sur la formalisation de nos valeurs. Je dis bien la formalisation, hein, parce que c'est pas parce que elles n'étaient pas écrites qu'elles n'existaient pas. Mais en tout cas, on les a formalisées en 2012. Donc 5 ans plus tard. Et ça a été un moment très fondateur, d'être capable d'écrire ce qui était important pour nous. Et ensuite, on a mis en place des formations. En fait, tous les nouveaux étaient intégrés via une demi-journée de formation de découverte de l'entreprise. Avec l'ensemble, tous les mois, il y avait le CODIR qui faisait une demi-journée pour les nouveaux. On faisait un déjeuner des nouveaux aussi, Stéphane et moi, tous les mois. On a mis en place de la communication interne, ça c'était très important.
Ça, on l'a mis en place assez vite parce que ça a été demandé assez vite. Tous les lundis matins, on réunissait tout le monde et on donnait les chiffres de la semaine précédente, on parlait des nouveaux projets, on présentait les nouveaux. Parce que comme on recrutait, il y avait des gens à présenter quand même assez souvent. Et puis les équipes qui avaient envie de présenter quelque chose le présentaient. Les salariés pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient. Donc c'était un moment très ouvert, on va dire, chaque lundi matin à 9h30. C'était le briefing. Voilà. Et c'était un moment important et fondateur. On a donc démarré avec une première équipe de financiers qui a accepté le défi du redressement. Au bout de 18 mois, on était rentable. On avait démarré en 2007. On a été rentable en septembre 2008. Donc imaginez une société rentable qui fait plus de 100% de croissance en e-commerce. Mais c'était septembre 2008. Et quand on a voulu lever de l'argent pour aller à l'international, il y a eu le crash de 2008. Et ça a été très très compliqué d'aller chercher de l'argent en 2009 pour se développer à l'international. On a fini par réussir avec un peu de love money, d'ailleurs, beaucoup de love money. Donc on a commencé notre développement international comme ça. Il faut que je rembobine un peu, parce que voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on a géré l'entreprise à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire que en e-commerce, vous injectez en marketing et vous pilotez la croissance avec votre niveau d'investissement marketing et votre niveau de perte aussi. C'est-à-dire que donc, plus vous injectez en marketing, plus vous faites de croissance, mais potentiellement plus vous faites de perte. Donc on a piloté comme ça notre équilibre pendant quelques années. Et comme on voulait accélérer la croissance, on a relevé des fonds en 2014 de façon beaucoup plus significative pour accélérer la croissance à l'international. Donc là, on s'est trouvé dans une situation où on avait beaucoup d'argent et donc on a fait beaucoup de pertes. Là, pour le coup, au bout de quelques années, ça a été plus compliqué parce que, au niveau concurrence, on avait Amazon et Zalando qui est arrivé sur le paysage français, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Et donc il y avait une puissance de frappe en matière d'investissements commerciaux qui était très largement supérieure à nous. Donc il a fallu réduire la voilure à nouveau et fermer quelques pays pour réduire la voilure. Voilà. Et donc ça a été, je dirais, une succession de périodes, avec des périodes très axées rentabilité et d'autres périodes très axées développement. Sarenza est passé à 400 personnes, je ne sais plus tellement en quelle année, je pense 2016, et on était redescendu à 300 à ce moment-là. Donc, du fait des fermetures internationales. Alors, en quittant Sarenza, j'avais plusieurs projets, plusieurs idées d'entreprise. La première chose que j'ai faite, ça peut paraître un peu curieux, c'est que j'ai fait un coding bootcamp. Donc, j'ai appris à coder. J'ai appris à coder à La Capsule, c'est les locaux dans lesquels on se trouve aujourd'hui. J'ai appris à coder en React. Parce que, pour plein de raisons en fait. Donc c'est 3 mois très intenses, un coding bootcamp, vous n'y arrivez pas les mains dans les poches. J'y connaissais rien avant. J'avais été très frustrée chez Sarenza par l'aspect tech. J'avais l'impression qu'il y avait ce que j'appelais le mur de la tech entre le business et les équipes IT. Et ça, moi je voulais franchir le mur de la tech. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce coding bootcamp et franchement ça a été une expérience extrêmement intéressante. D'abord le bonheur d'apprendre, c'est une expérience intéressante pour moi et ça se pratique à tout âge parce que j'ai fait ça évidemment, donc c'était il y a 3 ans, j'avais 52 ans, autant dire que je ne faisais pas partie de la moyenne d'âge du coding bootcamp. Et puis, en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est que ça ouvre le champ des possibles.
Et moi, aujourd'hui, un projet d'entreprise, il a forcément une partie tech. Enfin, on peut difficilement... Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer une entreprise sans une partie tech. Et là, en fait, ça autorise à peu près tout. Parce que tout d'un coup, l'objectif n'était pas de développer moi-même, mais tout devient accessible et compréhensible. Et ça change incroyablement la façon de voir les choses. Voilà. Et donc, en sortant de ça, eh bien, j'ai créé Fab Workplace pour Fabulous Workplace, qui est une société qui n'a strictement rien à voir avec ce que j'avais fait avant, puisqu'il s'agit d'externaliser les services généraux des PME. Donc les services généraux, c'est les gens qui s'occupent des locaux des entreprises. Donc ils s'occupent du fait qu'il y ait des bonnes conditions de sécurité, qu'il ne fait pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver, que c'est propre, il y a du café, il y a de la lumière, etc., etc. Donc cette partie-là, quand on est dans une PME, elle est très souvent négligée. Or, le premier geste de considération qu'on doit à ces équipes, eh bien, c'est le confort. C'est mon point de vue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur le Great Place to Work quand j'étais chez Sarenza. Et j'ai toujours eu une frustration, c'était la qualité de service interne qu'on devait aux équipes. J'avais bien... alors au début je m'occupais de tout, hein, donc évidemment quand on est 20, on s'occupe un peu de tout, donc on a pris 6 fois des nouveaux locaux quand on était chez Sarenza, donc je m'en suis énormément occupée évidemment. Quand on est monté à 400, il y avait un responsable des services généraux, mais il n'avait pas d'outils, il était très seul. Et donc, moi je trouvais que notre qualité de service interne, elle n'était pas au niveau que j'aurais souhaité avoir. Donc c'est ça qui m'a donné cette idée. Et donc l'objectif, c'est de libérer les responsables d'entreprise des tracas liés locaux pour qu'ils se concentrent sur leur business. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, en fait, quand j'étais à la tête de Sarenza. Fab Workplace, on recrute des responsables de services généraux en CDI et on les met à disposition dans les entreprises et on facture des jours hommes en régie. Donc c'est un système qui est utilisé en informatique très très couramment, qui est utilisé en services généraux par des très gros, des gens qui s'appellent Vinci, Atalian, Sodexo, etc., qui est très peu utilisé en PME. Et donc nous on met en place un service qui est très adapté aux PME avec des méthodes managériales qui sont celles du 21e siècle de mon point de vue, c'est-à-dire de la transversalité, de la transparence et puis du management à distance, puisque c'est comme ça qu'on manage des équipes qui sont chez le client. J'ai recruté ma première salariée en mars 2020. Autant dire que j'ai eu un time to market absolument épouvantable et que le démarrage a été difficile puisqu'on s'est retrouvés confinés, les bureaux fermés, donc il n'y avait plus franchement de projet où que ce soit. Aujourd'hui, on est donc mars 2020, on est un peu plus de 2 ans après, on est une dizaine et l'objectif c'est d'être d'une vingtaine dans 1 an et puis ensuite de passer les 40 dans 2 ans et de continuer à se développer de cette manière-là. Parce que le marché est là en fait et je suis ravie d'avoir démarré ce projet-là, pas forcément de l'avoir démarré en 2020. Alors en tant qu'entrepreneur, a posteriori, j'ai lancé en mars 2020, je me suis lancée sur du B2B, j'avais jamais fait de B2B. J'ai démarré sans client et sans légitimité sur le secteur. Autant dire que c'est pas forcément le conseil que je donne à tout le monde. Idéalement, quand on est entrepreneur, on démarre sur un sujet qu'on connaît déjà. C'est quand même plus facile. Maintenant, la preuve, quand on démarre à 20 ans ou à 25 ans, on ne connaît pas les sujets et on les démarre quand même. Donc, quand on démarre à plus de 50 ans, on peut aussi démarrer sur un sujet qu'on ne connaît pas et ça peut très bien marcher aussi. Alors, au niveau financier, mon objectif, c'est de ne pas lever de fonds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai envie de développer un projet d'entreprise au-delà... c'est pas un projet financier, c'est un projet d'entreprise.
Et donc ce projet d'entreprise, si je fais rentrer des financiers, l'inconvénient c'est qu'ils vont vouloir sortir, et ils vont vouloir sortir avec un TRI. C'est normal, c'est leur job, l'argent il rentre et il ressort avec un TRI. Et donc ça va m'obliger à adopter leur rythme, pas forcément le mien. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de me développer à toute vitesse, c'est de développer un projet d'entreprise qui sera encore là dans 20 ans. Et pour qu'il soit encore là dans 20 ans, je veux développer à la fois des méthodes managériales qui sont spécifiques, modernes, et donc je travaille beaucoup la méthode managériale. D'ailleurs, j'ai pris une associée pour m'aider sur cette partie-là, parce que sur la partie managériale, moi je suis très entrepreneur. J'ai progressé en management depuis mes premières années chez Sarenza, mais j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un qui est plus fort que moi là-dessus. Donc j'ai pris une associée dont c'est le métier et qui ne vient pas non plus des services généraux, mais qui va être capable de développer des méthodes managériales qui vont être très fortes et qui vont permettre de développer ce métier, qui est un métier de people, comme on dit, et donc de le développer du mieux possible avec des gens qui vont être heureux de travailler dans cette équipe et qui vont avoir ensuite des clients heureux de travailler avec nous. Alors, il y a un gros challenge managérial, effectivement, puisque en fait, c'est des équipes qui travaillent complètement à distance, qui sont chez des clients et qui sont plus intégrées chez le client que dans l'équipe. Donc, comment est-ce qu'on met en place ces méthodes managériales ? Alors déjà, on les réunit une fois par mois en formation, une demi-journée, et ça, c'est très important parce que c'est un métier où on est isolé, extrêmement isolé. Et parce qu'en entreprise, un responsable, dans une PME en tout cas, un responsable des services généraux, ça dépend soit de la DAF, soit de la DRH, soit du DG, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que ce métier, que ça n'intéresse pas d'ailleurs, et dans la plupart des cas, hein, bien sûr. Et donc, en fait, le responsable des services généraux se trouve isolé, parle de ses problèmes à personne. Là, en fait, nous, on crée une dynamique d'équipe qui fait qu'ils ont des collègues sur lesquels ils peuvent se reposer, ils peuvent se retourner vers leurs collègues. Et ils sont formés tous les mois avec nous, et donc ils apprennent sur de nouveaux sujets tous les mois. Et ça crée une dynamique d'équipe qui est complètement différente, avec un groupe WhatsApp. On a aussi une réunion hebdomadaire en visio, simplement pour échanger entre nous. Et puis évidemment des pratiques managériales assez courantes de one-to-one qui permettent de pouvoir se développer et développer ses compétences professionnelles et faire face à des problématiques classiques d'entreprise. Donc Edukawa, ça vient d'une rencontre. Fin 2020, j'ai déjeuné avec ma première stagiaire de Sarenza, Émilie Guibert, avec laquelle j'étais restée en contact parce qu'à chaque changement dans sa carrière, depuis ce temps-là, donc c'était début 2009 quand même, donc ça fait quelques années, on s'était vus, on avait discuté, et là, elle a été un nouveau changement de carrière, et moi, j'avais pour objectif de la recruter pour Fab Workplace. Et puis en discutant avec elle, je me suis aperçue que tout ce qui l'intéressait, elle, c'était le bien vieillir, les personnes âgées. Elle avait travaillé dans une maison de retraite, au contrôle de gestion. Elle était passée à la direction d'une maison de retraite et en fait, ça l'a passionnée. Et elle s'est dit, moi, je veux agir sur le bien vieillir et la dignité des personnes âgées. Donc, on a déjeuné ensemble, on devait être en septembre 2020. Moi, j'avais lancé Fab Workplace 6 mois plus tôt. Ça n'avait pas démarré, puisque Covid, difficultés. Je ne savais pas très bien où j'allais. Et là, je lui ai dit, et avant de prononcer cette phrase, je me suis dit, Hélène, tu vas prononcer cette phrase, attention, il va y avoir des conséquences. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai une idée sur le bien vieillir, une idée d'entreprise. Toi, tu es au chômage, c'est le secteur qui t'intéresse. Si tu veux, on réfléchit à un projet d'entreprise ensemble. Parce que de toute façon, même si ce projet n'aboutit pas,
toi, tu vas progresser dans ta réflexion sur ce bien vieillir, hein, et c'est le secteur d'activité qui t'intéresse. Et donc, on a commencé à travailler ensemble et on n'avait pas les mêmes idées. Donc, on les a mises un peu sur le papier. On a adhéré à la Silver Valley, donc, qui est un organisme qui fédère les projets autour de la Silver Economy, donc l'économie autour des cheveux silver. Et on a pitché, c'était en octobre ou novembre 2020, on a pitché 6 projets, dont Edukawa. Et là, Edukawa est sorti comme vraiment un projet, enfin ça a emporté l'adhésion immédiatement. Et voilà, donc Edukawa, c'est quoi? D'abord, c'est une ESS, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est important. C'est une entreprise où vous avez une mission d'entreprise qui n'est pas seulement d'ordre économique. Il faut qu'il y ait un projet à impact positif. L'objectif, c'est de mobiliser les grands-parents et les former pour qu'ils accompagnent les apprentissages scolaires des enfants. L'idée, c'est que quand on est senior, hein, on dit senior, on ne dit pas vieux. Okay, bon, en vrai, c'est quand on est vieux. Hein. On a du temps. Et pour bien vieillir, l'idée, c'est que ce temps, il faut bien l'utiliser. Et bien l'utiliser et pour bien vieillir, le pire quand on vieillit, c'est la dégénérescence cognitive. Ce n'est pas la dégénérescence physique. Pour éviter cette dégénérescence cognitive, il y a un certain nombre d'actions à mettre en œuvre. Il y a l'activité physique, ça a l'air sans rapport, mais en fait l'activité physique est extrêmement bonne pour la bonne santé cognitive. Il y a l'activité intellectuelle, il y a le lien social, qui est un des éléments moteurs pour que le cerveau aille bien, et puis il y a l'utilité sociale. Et nous, on a décidé qu'on allait travailler sur l'utilité sociale des seniors, en leur proposant d'accompagner les apprentissages scolaires des enfants. Alors, en revanche, leur objection, c'est de dire, mais les programmes ont changé, et puis j'ai pas fait d'études, et puis je sais pas. Et en fait, très souvent, ils se sentent pas légitimes à faire ça. Donc, on leur donne des outils pour qu'ils se forment, pour se sentir légitimes à accompagner les enfants. Et en fait, c'est un bénéfice extraordinaire pour la société, parce que plutôt que de regarder les seniors comme une charge, on regarde les retraites, le coût de la santé, etc., etc. Et bien en fait, c'est une ressource incroyable. Et dans les sociétés, autrefois, les vieux, ils s'occupaient des enfants, parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Et ils transmettaient beaucoup de choses. L'idée, là, c'est que l'objectif, c'est de transmettre. Et de transmettre, alors on a un mantra qui est que transmettre le plaisir d'apprendre, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Parce que dans une société qui bouge à toute vitesse, si vous savez apprendre, en fait, vous savez vous adapter tout le temps. Votre métier disparaît, vous en apprenez un nouveau. Voilà. Si vous ne savez pas apprendre, en fait, dans la société aujourd'hui, vous êtes perdu. Donc, savoir apprendre, être capable d'apprendre, c'est vraiment une compétence fondamentale qui devrait être développée beaucoup plus. Et donc, nous, on s'adresse aux seniors en disant, votre temps, vous pouvez le consacrer à ça. Vous n'avez pas fait d'études, c'est pas grave. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre quotidien qui va aider les enfants. Donc, travaillez ça. Et donc, on a un site internet, en fait, edukawa.com, qui permet de mobiliser, former les grands-parents sur ces apprentissages scolaires. Qu'est-ce que je peux dire à un jeune entrepreneur aujourd'hui ? Peut-être de s'interroger assez vite sur ses passions. C'est quoi son moteur dans la vie ? Moi, finalement, je l'ai découvert assez tard, puisque à la sortie de Sarenza, je me suis demandé, en fait, j'ai cherché mon ikigai. L'ikigai, aujourd'hui, je pense que vous avez tous à peu près travaillé là-dessus, l'intersection entre ce que vous aimez, vous savez faire, ce que vous pouvez apporter au monde et ce qui vous permet de gagner votre vie. Moi, finalement, j'ai commencé à travailler là-dessus à la sortie de Sarenza. Je me suis aperçue que ce qui m'intéressait, c'était pas la mode.
En revanche, j'étais très forte en service et je m'intéressais beaucoup aux gens de manière générale. Par ailleurs, j'étais une entrepreneur. Donc, et finalement, je me suis toujours intéressée à l'entreprise en tant que telle, au développement des personnes et puis à l'éducation. En revanche, la mode, j'ai jamais ouvert un magazine de mode de ma vie. Et j'ai fait 12 ans de mode. Donc, Sarenza, c'est une expérience formidable, mais au fond, j'aurais pu me poser cette question-là avant et réaliser ça avant. Et donc, aller plus vite sur les sujets qui me tiennent le plus à cœur et sur lesquels, et à partir du moment où vous aimez, vous vous passionnez pour un sujet, vous ne travaillez jamais en fait. Vous êtes toujours en train de vivre votre passion et c'est une chose assez différente. Donc le premier conseil, c'est de vous demander finalement quels sont les sujets qui vous passionnent et sur lesquels vous avez, quand vous développerez une activité, vous serez simplement en train de vivre votre passion chaque jour. Donc si vous avez des questions sur Fab Workplace ou Edukawa et que vous voulez en savoir plus, écrivez-moi sur LinkedIn et je vous répondrai volontiers.